Épisode 17. Bellarion subit son jugement sententiel. Il vient à peine de s'exprimer qu'un torrent de haine s'est déversé, sorti d'un trait. Sans qu'il bouge d'un millimètre à peine, ses lèvres ont-elles remué, sauf peut-être sur le mot « humaine », en parlant de Tessia, comme si tout cela lui restait de travers dans la gorge. En utilisant l'expression « un reliquat de fœtus », il oblitère la nature d'Éloine, s'adresse à Tessia et la rend indigne de sa présence et ce faisant la traite en moins que rien. Éloine comprend qu'il doit être humilié au-delà de tout. Il a une très belle voix grave et bien qu'il s'exprime en français châtié, trop d'ailleurs, puisqu'empoulé et pompeux, il a un léger accent mais qu'elle est incapable de situer. Malgré ce qu'elle ressent, son ton n'a rien d'agressif. Il est même conciliant. Finalement, cet entretien pourrait se dérouler assez bien, après tout, croit-elle. Un accent, dis-tu, petite chose aggravée? Oui, roumain, avec un soupçon de moldave. C'est une très jolie contrée, avec des paysages cabalistiques embrumés et mystérieux. Si j'étais humain et puisse-t-elle m'en préserver éternellement, j'aimerais bien m'y dénicher un petit apanage du genre Ouedonara dans l'Atègue, pas très loin de la Transylvanie. Quant à ce morphème qui t'égare et confirme ton inanité, fais tes classes, petit être à Liboron. Je ne suis pas plus un Phébus que ton maître de cour, et je ne saurais imaginer que même toi, demi-sel chez les tiens, puisse me reprocher l'élégance fleurie et disserte de mon exubérante prolixité. Maintenant que je suis ici, pour ma plus grande affliction, petite chose, admire et apprends. Je suis le grand maître de la genèse de cette excrétion du ciel qui est ta planète sale et mal gérée. Je suis le père de toute chimère et de tout sophisme, de toute escorbarderie. Je suis Aramagnou, fureur agressive, l'insidieux, l'esprit du noir brouillard, de la plus funeste acrimonie qui soit et de la grande nécrose qu'est ton humanité rampante. Ta mère n'eût point voulu que je fréquente ta sœur si une tu avais eue, quand Charpie j'eus gaiement laissé choir devant sa porte, après l'avoir souillée 1030 fois. Calme-toi, Luciférus déchu, lui dit Éloine. Nous ne sommes pas ici pour subir tes fantasmes exécrables. La petite cultive sa hardiesse. Très bien. Alors que veux-tu de moi, Ascaride inutile? N'as-tu point saisi que je suis un gonze spirituel, éternel et immortel, autrefois d'une puissance innommable, et qui reviendra bien, et si immémorial que même ces mots de ta langue sont vains? Tout au cours de cette tirade, son visage s'est transformé monstrueusement en autant de gargouilles et de faciès infernaux, ce qui a quelque peu déstabilisé Éloine, voyant que s'il n'a plus de pouvoir, il a certes dû en cacher un ou deux, incluant cette odeur dans l'air, devenue fétide, à s'en lever le cœur. Elle veut répliquer, mais il est plus rapide. Silence, furoncle, exanthème, ma langue n'étant qu'une acrimonie délétère apprend en guise d'entrée en bouche que mon intention, loin d'être une velléité, repose dans son entièreté sur un seul et unique axiome auprès de ma supérieure hiérarchique, qui est la divine rousse, et envers qui, sache-le, toi et tous ces corneaux que sont tes anagnostes, que je n'en suis certes pas son plus grand affidé. Elle m'enjoint à m'abaisser jusqu'à ton niveau afin de diabrer ta conscience si tant un tel exploit de ta part est concevable. Il serait gai d'en composer une chanson de gestes. Il fait un geste brusque avec son bras, comme si quelque chose se collait à ses doigts. Tu es vraiment infâme, lui envoie Éloine. Ah, de grâce, ravale ton irrévérence, vil appât faisandé. Depuis quand les coprolites ont droit de parole dans cette réalité? On m'a contraint de jacter à ton endroit, mais nullement de fraterniser. Cette intention, disais-je, avant d'être interrompue par ton persiflage inaudible mais perceptible, consiste à dévoiler la superfluité de ce projet toujours en cours pour de funestes motifs de fabrication tridimensionnelle d'un réceptacle évolutif pour tous les esprits jouvenceaux dérivés de la gouve et auxquels elle a donné entre autres le nom d'humain, et moi de Béjaune ou de Limace, je ne sais plus, tant vous ne méritez pas de nom.
alors qu'en fait, la limace a un certain charme dans sa bave gluante, déjà plus euphonique que ta démarche, comme si des cuisses turgides te propulsaient. Il y a d'autres petites horreurs sur pattes, à foison dans cet univers dérisoire. Mais en cette heure, concentrons-nous sur cette engeance à laquelle tu appartiens, sous cette tessia chétive. Cela suffira amplement. J'ai déjà le cœur que je n'ai pas qui se soulève à le humer. Rien ne saura me faire mentir que tu pues humain. C'est alarmant cette permanente élutation. À mes yeux, tu es un asticot et tu aimes l'être. Moi, je n'ai guère eu l'agrément du choix de m'affubler de ce costume de matassin, peau incluse, pour cet abouchement futile qu'est cette rencontre, fruit d'une fraude cosmique quand la divine rousse t'a proprement extraite de ton vaisseau, créant l'illusion ensorcelante que tu en étais l'autrice. Quelle imposture de la part d'une divine! Honte sur elle! Ah, je vous abomine férocement, plus encore depuis ce trompe-l'œil cosmique. Je vous veux tous devenir une adipose huileuse et infecte pour fossoyeur, du lixivia, de l'excrément de l'oche, là, sur le champ, sans souffrance, sans drame, sans longues agonies, car ces acmés volent du temps à mon éternité, ce qui m'indispose. Je m'érige en faux depuis des éons contre l'idéation menant ma maîtresse en feu à ce solécisme d'obliger tout esprit s'extirpant plein d'espoir et de vie de la gouve de s'incarner dans un agreste contenant, tout en germes, virus et bactéries, appelés à se décomposer en un espace de temps risible, et ne parlons pas de l'empyreux infect qui déjà de ton vivant est intenable depuis tes couches lors de ton vélage et qui te suit jour après jour, et que dire de ton processus de blêtissement qui sature l'univers entier de ses fragrances galeuses et maudites depuis des centaines de milliers d'années. On vous sent tous à des années-lumière dans le cosmos. C'est par où, l'Opalie, déjà? Des gaupes. Suivez l'odeur de fiente, mon ami. Ah, mais quel est donc ce raffut? Ah, ça va, qu'on cesse de me sabouler. Ah, je vois. C'est le petit Melchiel, ce Phébus archange, ce noblet, qui frappe sur ce toit d'airain, et c'est très excédent. Alors il est temps que je procède, d'après lui. Oui, oui, me voilà, Miquette, rabat tes grandes ailes, que diable. J'ai donc à dire ceci. Ouvre grandes les anses de cette cafetière dans laquelle bouille cette miction douteuse que tu nommes cervelle. Je tente de dire Éloigne, mais il la fait taire. Tes oreilles blattes, pas ce cytostome qui te sert de muqueuse parlante. Sois circonspecte. En tant que créature imbue de moi-même à un degré qu'il t'est impossible de coter, mais fais l'effort de déguster l'inévitable constat de ma supériorité sans nom. Sache que je proclame très haut que ce devis déjà tristement amorcé depuis trop longtemps est voué à l'échec et devrait être dilacéré avant qu'il ne se répande ad nauseam. La grande rousse ne pourra tromper tous les mondes à chaque fois. On ne peut envisager la confection éventuelle par l'évolution d'un gonzamen de chair molle en perpétuelle attente d'un jet démontoire à l'intelligence si lente et qui peut se drainer de tout son liquide vital par suite d'une simple écorchure, sans parler de cette amphigourie que représente pour l'esprit qui l'habite l'existence dans un immonde sac d'hormones de déjection et d'autres immondices. Vous êtes tous laids, difformes, gourds, fétides. Non, vous êtes méphitiques, stupides, vulnérables, et je peux si aisément vous enfourcher avec mes plaisirs qu'on s'adjure ce qu'elle a bien pu penser la patronne ou Dieu ou la divine mère, ce qu'il est donc saumâtre de toujours devoir tout gloser quand à des imbéciles heureux on s'adresse. Il m'arrive de groomer qu'elle a peut-être cru que vous pourriez être mes hochets, tant il est aisé, pauvre larve que vous êtes, de vous obombrer du petit jour à la nuit venue, et plus encore. J'ai expliqué cela à mon maître, Dieu, Allah, divine mère, grand moufti, qu'importe, qu'un tel projet monopoliserait des milliards et des milliards d'entités de toute science. J'ai répété que cela serait une colossale déprédation depuis le moindre petit esprit de service, sans parler de tous les autres reîtres à des niveaux très élevés, tout cela pour un myrmidon
inégalement velus, sans aucune élégance, sales, répugnants, sans avenir, mortels et vraiment bœufs et godiches au point d'être pugnaces pour un simple peut-être. Que de grands mots, dit Éloine, que de grands mots dont la signifiance est douteuse. Des preuves à cela, parvient-elle à dire. Il s'avance sur son siège et en agrippe les accoudoirs, les crocs sortis, les yeux en feu. Mais oui, moisissure, on m'a offert de prouver ta pestilence d'humain. J'ai dit oui. On m'a invité à faire montre de la déchéance annoncée du projet humain. Rien d'autre qu'une cacade courue d'avance, et je me suis promis de la faire achoper, votre humanité naissante, de sorte que plus elle allait évoluer, plus turpide elle allait devenir, et je ne controuve pas en disant que l'intelligence allant simplement lui faire raffiner son exécrable nature d'origine simiesque, la rendant naturellement plus vile, plus sournoise, donc plus efficace, et dès lors séide à ses instincts primitifs de pathétique niquedouille, et à chaque jour vous me donnez raison depuis plus de 400 000 ans. Les origines animales de ton espèce ont fait d'elle une bécasse mutée, violente et hargneuse, mais en plus inutile. Dès lors, l'intelligence aidant, elle est devenue une abjection cruelle et monstrueuse. Toi, Éloine, tu es complice du propre état de Céladon de cette Tessia à l'ego éclaté. J'en suis guère étonné. Ouvre tes yeux de cynocéphale, parcours cette salade de galéjade qu'est l'histoire de ton espèce pourrie. N'avais-je point raison dès l'aube de leur arrivée à tous ces larbins de sa famille de babouins? Et c'est dans ce purin que tu veux encore t'investir, toi, Éloine? Je savoure d'avance le jour où la créatrice du design de ces vilainies rampantes finira par se rendre compte que mon propos est irréfragable depuis le début des temps et que ces repoussantes fabriques de sani devront être incinérées, préférablement d'un seul coup d'astéroïde géant. Son idée, si je me souviens bien, de sa petite prestation. Pourquoi ne pas les faire périr dans un autre déluge, un vrai, celui-là, ou une explosion massive de rayons gamma? Et qui sait si la divine omnipotentis, confuse par sa propre amorose, ne cédera pas sa place à l'être extraordinaire que je suis depuis une éternité. De le dire est un truisme qui frise la lapalissade, non? Je veux revenir sur un point, lui dit Éloine. Sur Opalie, on te connaît sous... Ah, toi, puante petite chose, fais l'effort, cyclopéen, délucubré en te ramenant à mes débuts de poupon dantesque. J'étais là à me complaire de ma seule compagnie, quand du singe au cul Rubicon dont tu venais à peine d'en quitter la matrice, tu es devenu apparemment pensant, sapiens, disent-ils, et avec qui je m'efforce de te causer en tant que banal hominidé désespérant. Il s'agissait donc, me disais-je, de déterminer ses besoins innés, non pas que pour se souscrire aux mésaises, mais ceux qu'elle ne pourrait contourner et qui allaient la suivre tout au cours de sa réforme évolutive à venir, fût-elle celle d'un cafard, infailliblement. Je ne suis pas une créature ignare et bestiale. Je suis la suprême émanation d'une très grande finauderie. Je ne drosse jamais et je maîtrise le concept de l'ordre qui m'indiffère tant il est terne, mais attesté jusqu'à sa reculade complète s'il le faut par un juste chaos adapté aux besoins de ma cause. En ces temps vétustes, je savais tout de cette petite crotte bipède qui est devenue, entre autres, toi, la Tessia minus première. Je savais tout sur son avenir, et je pariais ma vénusté que sous mes soins, le portrait que la divine s'en faisait allait être source d'une dévastatrice déception, faisant couler son rimel cosmique en flots lugubres. Oui, je dissertais donc que j'avais cela en tête en créant les religions, ces fourbies à fabriquer de l'idolâtrie en chaîne, car, soyons probes et licites, ne fallait-il pas que ces humains, provenant de bestiaux, soient dominés par la peur, l'acrimonie, et dès lors, comment torpiller une telle occasion? J'ai étalé pour vous tous, Dieu, déesse, puis un seul Dieu,
à mon image, bien sûr, un Dieu de jactance suprême, dénué de toute commisération, punissant, menaçant, que vous avez adoré comme des niais, frisant les pectases. Bref, on a parlé de moi dans Enoch, tu n'as pas déjà oublié? Et que dire de cette Bible où Dieu se dit l'amour absolu? Ne sois point pusillanime, il n'y a rien de tel pour celui dont tu lis la céleste biographie dans vos écrits dits saints pour éviter tout salmigondis. Ce Dieu-là est ma création, une galéjade de proportions cosmiques. Et il te hait. Pas elle, évidemment. Il y a un bordage que je ne peux franchir, mais l'autre, le mien, celui en qui vous croyez bêtement dans votre mono-islamo-judéo-chrétien foutoir, voire béatement comme les ineptes ballots que vous êtes, quelle astuce de ma vénérable pensée, vous êtes tous dans la triste astreinte contre en faire promis de les adorer. Et black que vous êtes, vous le faites. Pauvre monothéiste, atteint de crétinisme aigu que vous fûtes, et rire dans la salle que vous êtes encore, mes meilleurs potaches. Vous n'existeriez pas, il faudrait vous inventer, pour circambulant le jour, puis vous incendier pour faire la fête le soir venu, une mesure coruscante, s'il en est une. J'ai conçu l'idée que chaque religion, accusant l'autre d'être fausse, à chacune je donnais raison de le proclamer haut et fort. Machiavel, vous connaissez? C'est mon bambin préféré. Or voici donc que l'huile essentielle du singe est devenue l'humain. Il éprouve des besoins physiques essentiels, avec lesquels aucune marge de manœuvre n'est ostensible. S'il veut vivre, et il y tient, semble-t-il, pour mon plus grand blasement, trempé dans le dégoût, au point que je m'en débecte, il se doit de respirer, de boire, de se nourrir, de se purger des déchets de son corps déjà miasmatique et nidoreux. Il se doit de dormir et de se reproduire, mais sans période de rut, et plutôt à tout venant, ce qui allait m'ouvrir de très larges ouvertures sur une éventuelle conduite si plaisamment abusive. Il ne peut vivre constamment dans la souleur des éléments et des prédateurs. Il doit donc se sentir en sécurité, le petit, et ressentir le moins d'affre possible, sa nature trop branlante supportant mal l'orage. Encore de larges portes qui s'ouvraient à moi. Je vénère l'anxiété et l'insécurité. Il n'est guère de terre plus fertile pour la saturer de mon aconitine préférée et démontrer aux univers quelle poisse est l'humain. La proximité de ce nom avec humus vient tout juste de me faire sourire. L'humain, aussi laid et difforme soit-il, ressent en tout temps l'urgence d'être prisé, estimé, et pourquoi pas admiré, aimé, et dans certains cas adulé. Porte, porte encore des portes, cet animal est un gruyère, que j'aime donc ses aménités. Pour s'occuper à engraisser son corps mal velu, il allait donc écheniller des fiefs spécialisés tels l'agriculture, la pêche, la chasse, et acquérir des inclinations de bâtisseur, de constructeur, d'inventeur, pour cuirasser sa charpente fragile comme du verre et ce chyme duodénal infect avec lequel il croit réfléchir. Il allait donc forger ce qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde animal, un jouet extrêmement bien musqué et utile pour quiconque voudrait le manœuvrer, un égo de taille lilliputienne pour les séduire et un autre de la taille d'une ville entière pour les entuber. Ah, l'ego! Voilà de la pâte à modeler pour mes doigts fins et blancs comme la lueur d'une lune marmoréenne. L'intelligence aidant allait croître dans la démesure le besoin de quintessencier son milieu et de le protéger. Cette seule et unique propylée immense allait me permettre de lui offrir le césarisme, la domination par la force, le besoin pugnace de rendre ses armes de plus en plus alambiquées, provoquant rébellion et belligérance à n'en plus finir. Peut-être alors la divine n'allait pas devoir l'abroger, puisque le crétin de naissance allait chiader la chose lui-même, et de cette glaire verdâtre sur le salon de l'univers de la pécore divine, on ne parlerait plus jamais. Mais non, il est tenace, le blaireau. J'avais l'éternité comme manœuvre dilatoire. Cela me permettait de prédire la nature des prochains alliés
dans lesquels cette poicre répugnante allait se prendre les pieds, y fonçant tel un orige et chutant dans mes enfers tout spécialement calégineux et conçus pour elle, mais que finalement on me refusa. Caprice de mère, la divine, qui, comme bien des rombières gâchées par l'éternité, a sans doute peur du feu. Voilà le matériel avec lequel j'allais œuvrer dans le faste, la satisfaction de besoins impérieux contre lesquels ce stropia ne pourrait rien, l'obligeant à morigéner son prochain et constamment modifier son milieu. C'est là que le raffinement byzantin allait se produire avec le temps. C'est ce que j'allais éperonner en lui. Tu vois, puceron puant, les raies tenues pour qu'il s'y précipite, et il le fit de bonne grâce, sans même que j'eus à lui en souffler le désir. Quand je ouïs ses fadaises sur les tentations du diable, une mouche est-elle tentée par le miel? Nullement besoin d'attendre qu'elle y songe. Elle s'y rue sans aucune hésitation. Ces loches ont perpétué la bêtise abyssale, avec en plus un sourire de porc sur les lèvres. Cette vermine n'a jamais eu besoin d'attraits séducteurs, puisqu'il ne demandait que cela, agir en vermine, avec toute la grâce d'un vieillard édenté dévoré par la peste. Tout cela que pour le plaisir, sans aucun ostracisme. Raffinement, raffinement, que je t'aime donc. Ça et son égo de petite ordure, voilà ce qui va le perdre, me disais-je, avec espoir. Cette sanie ambulante va me garantir par milliards un jour des carcasses enfumées. Cela ne saurait tarder. La divine mairesse des lieux ne peut quand même pas être sourde, gourde et amblyope éternellement. Mais connaissant la fonte qu'est l'humanité, je savais que le fumier d'humain tenterait la fin pour m'abuser et empêcher sa propre destruction. Je devinai dès lors qu'il allait réguler toutes les ressources et tout système de regroupement par la ruse ou par la force, sans jérémiade. Puis il établirait des règles rébarbatives et sévères dont toute infraction pourrait mener à des châtiments exemplaires, malpiteux, torsionnaires, non conçus pour des mignards, surtout la mort lente, et une fois tout cela mis en place, c'est alors que le mammonisme je ferai naître pour bien le feinter à son tour. Quelle aspiole je fais! Si peu à faire, et déjà il me tombait entre les mains. L'anchois panouille, heureux de l'être, comme toi, Tessia machin, à face de porc farci. J'ai choisi mon destin, répond doucement Elwan. Le fatum, le fatum. Un autre beau mythe de la divine, celui-là, pour les enfants, écru par les parents. Mais revenons-en à mes propos si précieux pour ta petite conscience. Quand l'homme puant, la fiente fraîche, s'y sera vautré dans ce mammonisme durant plusieurs millénaires, à n'en devenir afteux, me suis-je dit, la créatrice maman de ces rampants ne pourra qu'acquiescer et comprendre son mécompte et me primer grandement pour la nitescence de ma clairvoyance et de mon génie. Mais c'est qu'elle est lente à capter les évidences, la rousse divine. Ah, le mammonisme! Je te vois chercher dans ta gluante panse à penser. Ne perds pas ton temps, lard, vignard. Ce terme est une chimère de mon cru. Ce mot vient de mammon, qui n'est autre que la richesse matérielle sous la personnification inepte, fruit d'une gourde qui croit penser, d'une de vos légendaires divinités, appelées ainsi. J'ai inventé l'innocent troc comme première mesure. Je garde en anamnèse vos expressions littéraires les plus profondes. Moi donner grosse banane, toi donner grosse noix. Pour que tu comprennes une libéralité que je consens, puisqu'elle m'a ordonné de t'entretenir de mes desseins. J'ai compris que je devais créer d'impérieuses appétences similaires à celles existantes pour la survie. Et c'est là que le mammonisme est né, un besoin aussi essentiel que se nourrir et sans retour possible, un besoin pérenne à l'échelle de l'humanité. C'est en mirant votre profonde insignifiance incarnée se jeter gaiement vers l'affadissement, puis l'extinction de sa conscience, que je me suis dit que me reposer, je pourrais enfin. Pas un rogaton d'humain n'allait pouvoir résister à l'irrésistible. N'oubliez pas l'écrit de Matthieu, le spin-docteur de votre abonné absent Jésus, 6,24. Aucun homme ne peut servir deux maîtres,
car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Ce qu'on s'amuse à ne point vous blairer ainsi est si fécondant. Rendre un poison essentiel à la survie comme au bonheur relève du génie le plus élevé. Le mien, bien sûr. Soyons vulgaires. Je veux tous vous voir calancher, de bas en haut, du pelvis à la fontanelle, et qu'on cesse de colloquer et de pérorer sur cette pitoyable aventure indécente de faire s'incarner dans le pu l'esprit issu de la gouve. Vous êtes tous comme des soifards, des dipsomanes, des drogués, à l'électuaire au fentanyl, incapables de vous sevrer, car si vous le faites, vous mourrez. Faites-le donc. Me rendre cette desserte serait si aimable. Ah, bestiole cupide, l'envie, mon plus aimé laquais qui de tout temps a généré ce qu'il y a de plus vil en votre espèce de suidé, votre mégotage et la peur de l'impécuniosité, mais aussi ces hypocrites valeurs au passage, telles l'intégrité et la franchise, la lutte contre le jésuitisme, la transparence, ne sont que de prétentieuses toccades, typiques de votre viduité. Tessia, ne prends pas cet air languide. Ça donne à ta gueule de Bartoli une dégaine de Véra. Elles servent à cacher votre hideuse et perfide nature intrinsèque, la bigoterie étant votre quotidien, du lever au coucher. Tôt ou tard, à échelle variable selon vos capacités, on ne peut demander à un vermisseau de potasser ses crimes avec sophistication. Mais éventuellement, ce sera par la commission d'actes délictueux, ce qui sonne délicieux à mes oreilles, d'autant que par sa grande imagination, le cancrelat humain n'a aucune entrave. Mon empiré bien à moi, ma preuve devant la divine maman de ces crapoussins, qu'obliger un esprit pur à s'incarner dans un déambulateur d'excréments pervers, narcissique et fier de ses crottes fut et est encore la plus ultime nigauderie divine qui soit. Oui, il m'arrive de l'arpailler, celle-là. Que peut-elle contre moi? M'envoyer en enfer? Ça, ou dans ma chambre? Ah, ce tintamarre! Voilà que l'archange Miquette remet ça sur ma porte. Couronne, Quintil. En misant sur vos velléités, admettez-le, babouin puant, j'ai vu juste. Alors j'achève. La vénalité de votre essence à son plus grand naturel de posséder toujours plus se répercute sur votre fragile conscience de godiche d'une manière qui m'émoustille. En ce qui me concerne, je t'aimais bien plus singe comme, cela t'agréait, et l'odeur est la même. Plus besoin de religion, le gain est universellement sacralisé de nos jours et devient une promesse de bonheur, la voie naturelle de l'humanité. Et vous y croyez tous. J'en suis le géniteur. Par sérendipité, vous auriez pu le découvrir. Je suis fébrile. Ah, petite mère divine, que ton règne achève et qu'on n'en parle plus. Épargne-nous de la tentation d'y remédier et faisons-les tous cadavérer ici comme au ciel. Tiens, causons virus, pas cette insignifiance de l'année 19 de votre siècle si mal entamé, mais du costaud, de l'Ebola, tiens, un variant moins sympa ou pourquoi pas le retour glorieux du règne des bubons avec la petite et adorable Yersinia, la douce. Alors je vous l'annonce en diptyque, comme des rats dans un égout de cette planète finira bien par s'épouiller. Tu aimes prier? Fais-le pour un pandémonium global, une guerre nucléaire de classe mondiale, la mort de 3 ou 4 milliards et le reste suivra bien une vision rafraîchissante comme celle d'une gouléante boisson fumante. L'usage d'armes à bousillage massif est évoqué par plusieurs comme étant des outils malthusiens. Alors pourquoi attendre? Vos leaders militarisés à souhait sont avides de casus belli, ce qu'il fleure bon le parfum de l'atome au matin d'une mortelle irradiation. Les virus de comptoir ne suffiront pas. Ne m'en crois pas spécieux pour autant. Vérifie, blatte sceptique. C'est absolument magnifique. Encore un tout petit siècle de présence humaine et vous serez fossilisés comme des trilobites. Quand tout sera noblement accompli, j'ouvrirai un musée immense, gratuit, avec des friandises pour les enfants, si périssables, avec leurs yeux mielleux dégoûtants. Comment s'émouvoir d'une facière aussi banale, bête et vide? Je suis moi-même fébrile, comme un petit diable, tant j'ai hâte d'y assister. J'ai réservé mon banc aux premières loges. Je ne vous dis pas de quoi il est conçu, vous pourriez en vomir sur mon chapitre, et j'en râle d'impatience de vos déjections.
Sentez-vous ma haine, gainée d'un ostensible mépris, être crachée à votre face écœurante, même pour celui qui guigne? Je t'abandonne maintenant, puceron. J'ai intérêt à en profiter, un culte ébouriffé. Mais avant de te laisser ainsi à ton minable sort, la divine modeur a commis une très grave erreur en créant la caillette sapiens. Pour le bien de tous les univers de dimensions plus élevées que cette exécrable tridimensionnalité lourde, puante et poisseuse, je m'active à la faire disparaître comme les gros bras l'ont fait avec les écuries d'Augias, ou à tout le moins de la décontaminer en vous oblitérant tous. Alors bien sûr que pour vous, c'est mal, mais c'est aussi ce que le cancrelat, l'araignée, le mulot ou le rat pensent de toi lorsque pour assainir ton bercail infesté, tu pulvérises sur eux ce gaz tueur. Ne le faites-vous pas pour le bien des vôtres? Tu as compris maintenant? Alors, cafard sapiens, puisses-tu avec les tiens mourir asphyxié, incendié ou noyé, que nous puissions à notre tour, nous, esprits désengorgés de votre pugnace incarnation, faire litière de votre souvenir, et cette fois pour l'éternité, sans qu'un seul surnage. Que ma volonté soit faite sur votre planète pourrie comme au ciel, où je finirai bien par régner. Puis il se tut. Les ailes de Melchior s'ouvrirent, chassant l'air fétide, ramenant le ciel étoilé et plongeant Bellarion dans une pénombre, toute lumière étant maintenant dirigée sur Dame Éloine et l'assistance médusée de laquelle aucun son ne sortait. Éloine se détourna de Bellarion. Puis la voix de Melchiel se fit entendre. Voici le verdict rendu par les archontes des univers, dont celui de Nédeb à l'égard de Bellarion, Phosphéris et tous ses ancillaires immortels. Verdict diffusé dans tous les univers dans la seconde qui suit. Sous les cieux de tous les mondes, les esprits immortels issus de la gouve ont presque tous connu l'élévation de leur conscience par l'intermédiaire de l'incarnation en êtres escients de millions d'espèces réparties sur les trilliards de mondes de la Tridie. En furent épargnés les esprits de plusieurs ordres, dont celui des Phosphéris. Par sa gracieuse capacité imprévue, la jeune opalienne Tessia de Télis en Célamane de Nédeb parvint un jour à se fusionner avec Éloine, son esprit immortel, et traverser les dimensions mortelles à tout corps tridimensionnel sans y perdre une seule particule, ce qui devint pour Achéra la victoire attendue depuis des milliards et des milliards d'années. Puisqu'il en est ainsi, l'inauguration d'une nouvelle ère s'annonce en ce jour par l'incarnation d'un premier maître de l'ordre des Phosphéris, Bellarion, et tous ses ancillaires en un grand nombre d'espèces primitives de mondes récents pour une succession indéterminée de vies jusqu'à l'atteinte de leur position originelle sans limite de temps mesuré, étant immortel et éternel. Ce verdict prend effet dans l'immédiat. Les archontes et Achéra ont parlé. Un cri de rage que personne n'allait oublier retentit dans l'amphithéâtre de Caligula, puis brusquement, un éclair bleuâtre foudroyant aveugla chacun pour une fraction de seconde, puis plus rien. Le Pertolus fut retiré alors que le jour se levait, projetant les rayons dorés d'un soleil naissant sur un siège de pierre au milieu de l'arène, vide, ou plutôt recouvert d'oripeaux déchirés, sales et malodorants, dégageant une fumée grise et d'un tout petit monticule de cendres grises avec au centre une épingle à cravate ornée d'une pierre noire, terne et sans aucun éclat. Épilogue. Le chaos ne disparut pas des univers de la Tridie, mais là, comme dans des milliards de mondes, une brise fraîche put enfin se lever et se poser comme un velours sur des corps vivants, profondément blessés, terrifiés, et qui levèrent enfin les yeux au ciel, se demandant si ce n'était pas le début de quelque chose d'autre que l'horreur. C'était le cas. L'archonte Éloine fut invité à demeurer sur Méria avec Quentin et Justine pour une période de repos bien méritée. Quant à Noui, il devint vice-commandeur de Létis. Et bien sûr, le commandeur de Létis
était nul autre que Joriel. La mission de ce dernier était droit devant lui. Demandée par les archontes, toute la classis aureus était assignée à former un corps expéditionnaire de recrues provenant de plusieurs mondes, dont Opalie, pour explorer des mondes très éloignés, totalement différents et quelque peu à l'extérieur de l'intérêt mérian en raison du chaos provoqué par Bellarion, mais maintenant derrière eux. Marie-Solange Dupont était d'ailleurs enchantée de travailler avec sa grande amie Rachel à l'accueil et devenir de véritables guides touristiques sur Létis, préparant les passagers à tout ce qui les attendait au cours des expéditions futures, mais aussi à l'inattendu. Il est temps de s'occuper de tous nos enfants, avaient proclamé les archontes de nombreuses galaxies, dont Nédeb, évidemment. Francis Thérien et Alice Auclair s'installèrent sur Méridan 13 et 6 mois plus tard, son beau-père, qui l'adorait, Marcel Auclair, policier de métier et veuf, avait placé lui aussi sa demande pour se joindre à eux. Après y être passé quelque temps, il fit part à sa fille et son gendre de son désir de demander un transfert sur une planète Capellinas dont il ne cessait de lui parler. Il en visita une avec eux 3 fois, puis au retour de leur plus récente excursion, il s'écria « Tant pis pour la plage. Les enfants, mon plus grand regret est que ta mère ne soit plus de ce monde pour profiter de ce paradis. Alors je vais aller bosser pour ceux qu'on a complètement abandonnés pendant des siècles. » C'est alors que, faisant une pause, il se pencha vers sa fille et d'une voix basse de conspirateur, il lui demanda si cette Chiara Rossi, qu'il avait rencontrée sur Létis, cette Italienne ex-adjudante des Carabinieri, si elle était célibataire? Alice ne répondit pas, mais glissant subtilement comme une réflexion pour elle, que c'est étrange que Dame Chiara ait posé la même question à son sujet, et qu'il y a là une intrigue policière qu'il devrait éclaircir auprès de la suspecte. Il eut un sourire éclatant. 1 mois plus tard, le nouveau couple de Marcel et Chiara obtint de faire partie des équipes de sauvetage chargées d'accueillir les familles les plus éprouvées de l'univers, qu'importe l'espèce, et de les intégrer tout doucement dans leur nouvelle réalité sur Capellinas, tout en suivant leur évolution jusqu'à ce qu'ils soient entièrement en sécurité pour ensuite s'occuper des prochains. Ils allaient arriver par dizaines de milliers tous les jours et savaient qu'ils ne manqueraient jamais de travail. Alors quand ils seraient prêts à passer le flambeau à d'autres, ils iraient vivre sur Ion et apprendre à voler. C'est la fin de ce roman et peut-être le commencement de quelque chose de nouveau en chacun de nous. L'épisode suivant, le 18, est une annexe explicative sur des aspects importants du roman.